Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois pour le cours de méthode numérique de la troisième année de l'EPF Montpellier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'adore, c'est les équations aux dérivées partielles ou EDP pour les intimes. Les équations aux dérivées partielles, donc, ce sont des équations différentielles, c'est-à-dire des égalités qui font intervenir une fonction inconnue et une ou plusieurs de ses dérivées. Mais cette fonction va dépendre non pas d'une seule variable, comme dans les cas des EDO, équations différentielles ordinaires qu'on a vues juste avant, mais de plusieurs variables. Donc là, ça change radicalement les choses. Okay, autant la théorie des équations différentielles ordinaires, dans quelques cas, par exemple linéaire à coefficient constant, elle est très bien comprise, très bien connue. Et bien sûr, il y a énormément de choses sur les EDO que l'on ne sait pas. Okay, il n'y a pas une théorie complète, il y a quand même une théorie un peu générale. Pour les EDP, ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr, il y a des théories plus ou moins générales, mais qui vont se concentrer plutôt sur l'étude de certaines familles d'équations dérivées partielles, par exemple la famille des équations dispersive, ou alors la famille des équations hyperboliques, ou la famille des équations de réaction-diffusion, ou ce que vous voulez. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces équations dérivées partielles sont motivées à la base par des phénomènes physiques. Nous allons voir l'équation des ondes, l'équation de la chaleur, l'équation de Poisson qui intervient dans plein de domaines de la physique, et puis d'autres modèles que vous avez déjà entendu parler, par exemple les équations de Maxwell, les équations de Navier-Stokes, et même les équations de la relativité générale d'Einstein sont des équations en dérivées partielles. Donc la physique a énormément tiré parti de la théorie mathématique qui a été construite sur les EDP et vice-versa. Les maths ont énormément bénéficié de la physique. Il y a on pourrait faire des cours et des cours sur les équations dérivées partielles. C'est un sujet que j'aime beaucoup, donc je vais essayer de me limiter au strict minimum. Mais en tout cas, voilà, sachez que comme dans tous les domaines des maths, il y a des directions à explorer qui sont en cours ouverte. Bon, peut-être que je voudrais commencer par citer quelques équations dérivées partielles connues. Okay. Alors, la plus simple, bon, pas forcément la plus simple, mais celle par laquelle on commence en général, c'est l'équation de Laplace. Okay. Donc, Pierre-Simon Laplace, c'était un mathématicien français qui a fait pas mal de choses, et entre autres, il a introduit ce qu'on appelle le Laplacien d'une fonction. Okay. Donc, le Laplacien d'une fonction, c'est dans le cas, alors c'est la trace de la hessienne, okay, la trace de la matrice hessienne, de la fonction U. Mais sinon, typiquement, vous allez voir la fonction, si c'est une fonction de deux variables en coordonnées cartésiennes, eh bien, c'est tout simplement la somme des dérivées partielles secondes. Si on a deux variables, ça sera ça. Si on en a n variables, eh bien, c'est une somme de la dérivée seconde de U par rapport à sa im variable carré, pour i allant de 1 à n. Bon, donc cet opérateur-là s'appelle le Laplacien. Ça se généralise à d'autres cas, Laplacien dans des variétés. Okay. L'opérateur de Laplace-Beltrami. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un opérateur que vous allez rencontrer beaucoup, okay, en équation dérivée partielle. Ça fait office, en quelque sorte, de dérivée seconde généralisée, entre guillemets, puisque c'est plutôt la hessienne. Mais bon, quoi qu'il en soit. Laplace. Donc Laplace, un mathématicien, il a introduit cet opérateur-là. Un opérateur, c'est une fonction de fonction. Okay. Donc un opérateur, c'est une fonction qui va prendre non pas des x, mais des fonctions, et qui va recracher une autre fonction, okay, que l'on appelle phi de f. Voilà, ça c'est un opérateur. Donc l'équation avec laquelle on commence en général, c'est l'équation de Laplace, donc Laplacien de u égale 0. Si vous êtes en dimension 1 et que votre fonction dépend d'une seule variable, vous retombez sur un cas d'équation différentielle ordinaire et vous avez u'' égale 0. Okay. Sur l'activité, on va discuter différentes choses sur cette équation-là, dans le cas 1D.
Mais déjà, vous pouvez commencer à penser tout de suite, quelle est la fonction telle que si je la dérive 2 fois, je trouve 0. Et ça, c'est en dimension 1. OK? Et on va ensuite rajouter des conditions aux limites. Bon, je ne vous dis pas plus, vous verrez l'activité. Si vous rajoutez un second membre dans l'équation et que vous écrivez par commodité moins Laplacien de U égale F, vous obtenez l'équation de Poisson. Donc celle-ci, c'est Laplace. Et celle-ci, c'est Poisson. L'équation de Poisson, elle intervient également dans plein de domaines. Donc elle a un intérêt déjà elle-même. Elle peut modéliser la déformation d'une membrane élastique soumise à une force F. Elle intervient également dans des équations, par exemple, de l'électromagnétisme, puisque on retrouve le potentiel, le champ électrique comme solution de ce potentiel-là. La même équation, elle va intervenir comme la pression dans les équations de Navier-Stokes, c'est une solution de l'équation de Poisson, etc. Okay, cette équation-là, elle est très importante. Et ce qui est intéressant à dire ici, c'est que ce sont des équations appartenant à une famille qu'on appelle les équations elliptiques, okay, qui vont posséder donc des propriétés similaires entre elles. Typiquement, il y a une théorie de la régularité, mais bon, c'est pas l'important dans ce cours. Deux exemples, donc équation de Laplace, équation de Poisson. C'est des équations où il n'y a que l'espace. Hein. À chaque fois, j'écris U, en fait, c'est une fonction de x. X, c'est un vecteur de Rn, okay, si vous êtes en dimension n. Et donc, ces deux-là appartiennent à la famille des équations elliptiques. On va revenir dessus. Ensuite, deux autres exemples, mais cette fois-ci, où en plus de l'espace, il y a le temps. Ce sont des équations dites d'évolution. Si votre fonction U, c'est la température à l'instant t et à la position x, eh bien, cette fonction U est solution de l'équation de la chaleur. Dérivée de U par rapport à t égale Laplacien de U. Okay, donc, dans le cas 1D en temps, 1D en espace, vous allez avoir du sur dt égale d2u sur dx carré. Donc, cette équation-là, elle a été introduite par Fourier, okay, dans un livre qui s'appelle Études analytiques de la théorie de la chaleur. Et puis, nous allons aborder cette équation pas mal pendant ce cours. Ça représente des phénomènes de diffusion le long d'un gradient. Nous verrons que en fait, le Laplacien, c'est rien d'autre que la divergence du gradient. Okay, c'est l'action double de Nabla. En général, la divergence, on peut l'écrire comme un Nabla point. Donc, c'est Nabla point, donc divergence de gradient. C'est pourquoi certaines personnes l'écrivent comme ça, Nabla carré. Ok, donc cette équation de la chaleur va décrire tous les phénomènes d'échange de diffusion. Okay, diffusion d'un polluant, diffusion de la chaleur, etc. Si vous rajoutez un i devant cette équation, i, c'est le nombre complexe tel que i carré égale moins 1, vous obtenez l'équation de Schrödinger. Donc l'équation de Schrödinger, c'est une équation de base en mécanique quantique. Hein, c'est ce qui va remplacer en quelque sorte la deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique pour les systèmes quantiques. Et voilà, vous avez vu, on a changé le 1 qui était devant le du sur dt par un i. Et ben, ça va changer la nature de l'équation. Quand il n'y a pas de i, c'est-à-dire lorsqu'on a l'équation de la chaleur, on a le prototype de la famille des équations paraboliques qui vont avoir plein de propriétés elles-mêmes, par exemple de régularisation de la solution. On appelle l'effet régularisant du Laplacien. Tandis que quand il y a le i, l'équation de Schrödinger, c'est une équation dispersive. Donc les équations dispersives propagent les fréquences différentes à des vitesses différentes. Bon, je ne vous dis pas plus, mais on en reparlera. On aura l'occasion d'en reparler. J'essaie de rester succinct pour l'introduction. Ensuite, toujours dans les équations d'évolution, si vous écrivez une dérivée seconde en temps, vous obtenez ce qu'on appelle l'équation des ondes. Parfois, ceux qui
Ceux qui ont vu sans doute ça en prépa, vous savez que ça, c'est le D'Alembertien, c'est l'opérateur d2 dt carré moins le Laplacien évalué en U. Hein. L'opérateur, un truc que j'ai appelé tout à l'heure phi de U. Donc ça, c'est l'opérateur de D'Alembert. Et l'équation des ondes, c'est un prototype également des équations qu'on appelle hyperboliques. Et pas loin, et en fait c'est un peu lié, puisque le symbole différentiel va se factoriser, c'est du a carré moins b carré, eh bien il y a pas loin l'équation de transport. L'équation de transport, c'est des équations où l'on bouge une quantité, ça peut être un polluant, ça peut être une masse, okay, et qui vont avoir cette tête-là, donc du sur dt plus du sur dx égale 0. Ça, c'est transport à vitesse constante. Si on rajoute des coefficients, on peut transporter des choses à vitesse variable. Okay, et je ne prétends pas que vous compreniez les équations pour le moment, je veux juste que vous voyez un peu la forme et que vous entendiez qu'il y a des familles différentes. C'est hyper important puisque les familles différentes d'équations Dirac partielles, non seulement vont posséder des propriétés qui sont communes, mais aussi des méthodes numériques qui leur sont propres. Okay, donc ça, c'est très important. Chaque famille d'équations Dirac partielles va avoir des méthodes qui lui sont plus souhaitables que d'autres. Certains qui marcheront peut-être sur plusieurs, d'autres qui ne marcheront que pour un certain type d'équation, etc. Okay, alors, je ne cherche pas la complexité cette fois-ci. C'est la première fois que vous avez un cours d'analyse numérique et en plus, entre guillemets, un cours d'équations Dirac partielles. Je ne cherche pas du tout la complexité, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ce qui serait bien que je dise, c'est quelques modèles peut-être plus sophistiqués que celui-là. Donc, vous avez, je vous ai dit, vous avez les équations de Maxwell. Donc, les équations de Maxwell, où B, c'est le champ magnétique, et E, c'est les champs électriques, c'est un ensemble d'équations à dérivées partielles. C'est un système d'équations à dérivées partielles. Vous allez avoir aussi, dans votre spectre, sans doute déjà entendu parler, des équations de Navier-Stokes, dans le cas compressible ou incompressible. Ce sont des équations qui décrivent la dynamique des fluides, tout fluide, hein, donc l'air, l'eau, le miel, etc., etc. Bon, et puis il y a plein de modèles, des modèles plutôt de physique des plasmas, par exemple, des modèles qui viennent en physique statistique toujours, hein, les équations de Vlasov, les équations de Boltzmann, etc., etc. Des modèles physiques qui sont décrits par des équations Dirac partielles, il y en a plein. Okay, bon, voilà, ça c'est un peu pour l'introduction. L'introduction sur la partie équation Dirac partielle. Nous, on va se concentrer sur une famille particulière des méthodes numériques qui s'appelle les schémas aux différences finies. Donc, les schémas aux différences finies sont des approximations discrètes d'équations Dirac partielles faites sur des points. Donc, ça va ressembler pas mal à ce qu'on a fait un petit peu avec l'air et Runge-Kutta. C'est-à-dire que l'on va faire des développements de Taylor et approcher des fonctions inconnues et des dérivées inconnues en certains points. Alors, pour vous expliquer le principe, je vais partir de l'équation de transport. Donc, l'équation de transport, c'est l'équation où l'inconnu, c'est la fonction u de tx, okay, la fonction u à l'instant t au point x, et vous allez avoir donc que la dérivée de u par rapport à t, alors, je vous le dis tout de suite, ça dépend de mon humeur de la journée. Parfois, j'écris u de tx ou parfois, j'écris u de xt. Ça n'a aucune importance. Je dirais que j'ai plutôt tendance à faire ceci, mais vous faites comme vous voulez, du moment où vous ne vous trompez pas sur les indices. Okay, donc, voilà. Alors, donc, mon équation de transport, elle dit la chose suivante. La dérivée par rapport au temps, c'est-à-dire l'évolution au cours du temps, plus la variation de u par rapport à x égale 0. Là, je vais rajouter un petit paramètre, c, okay, comme célérité, c'est la vitesse à laquelle on transporte la fonction u. Okay,
Donc, quelle est la problématique physique dans ce cas? La problématique physique dans ce cas, c'est vous allez avoir des axes comme ça. Tac, voilà. Ici, ça c'est l'axe X et ça c'est l'axe T. Et ça c'est U. Donc vous allez avoir une quantité initiale de polluants qui est concentrée à certains endroits. Pensez à une gaussienne. Il me semble que vous avez déjà eu vos cours de probabilité statistique ce semestre. Donc pensez à une gaussienne comme celle-ci. Et donc, c'est la concentration d'un polluant, par exemple. Donc, il est très concentré dans cette région-là et de moins en moins concentré vers l'extérieur. Okay, bon. L'idée, c'est que cette concentration-là, qui va être ma condition initiale, c'est-à-dire la fonction de U lorsque t égale 0 de x, elle va se propager dans une certaine direction à la vitesse constante petit c. Okay, donc, regardez, si là, j'ai cette fonction qui est là, à l'instant initial, eh bien, un tout petit peu plus tard, elle va être là, un peu plus tard là, un peu plus tard là, et ainsi de suite. Donc, je peux venir écrire ça sur un instant de temps. Hein, vous voyez, donc ça, c'était t égale 0. Ensuite, là, j'ai t égale 1. Ensuite, vous avez t égale 2, t égale 3, ainsi de suite. Et donc, ce que vous allez voir, c'est des courbes qui, en fait, sont alignées, okay, alignées le long de certaines droites qui s'appellent des caractéristiques. Ce n'est pas très important pour le moment, mais si vous regardez le long de ces droites comme ça, vous voyez que la fonction est constante. En gros, par exemple, ici, tous les pics sont alignés. Bon, mais en tout cas, voilà l'idée du phénomène, c'est vous avez une concentration d'un polluant ou de quelque chose qui est transporté à vitesse constante. C'est juste transporté, donc c'est juste des translations, donc l'équation ne change pas la forme des choses. Vous voyez, il n'y a pas de diffusion, par exemple. Donc ça, c'est l'équation que je regarde, et comme vous l'avez déjà compris, j'ai additionné à cette équation-là une condition initiale, c'est-à-dire que je viens de créer un problème de Cauchy. Donc je dis U restreinte à t égale 0, c'est la fonction U0 qui est celle-ci. Donc ça, c'est ma fonction U0 de x. Okay, voilà. Donc cette équation, elle doit être vérifiée quel que soit t strictement positif. Pourquoi pas t nul? Parce que t nul, c'est la condition initiale en dessous. Et elle doit être vérifiée également quel que soit x dans R. Si ce qui m'intéresse, c'est R. Okay, donc voici à quoi ressemble le problème de Cauchy avec l'équation de transport, okay, en dimension 1. Si on était en dimension 2, 3, on verra que ça se généralise. On n'aura pas une dérivée en x, on aura une divergence. Bon, non, n'importe quoi, pas une divergence. On aura un gradient scalaire, un vecteur, le vecteur des vitesses. Voilà. Donc, vous avez compris le problème? OK, ça c'est l'équation, ça c'est la physique que j'attends de l'équation. Maintenant, je vais passer vraiment à l'introduction des méthodes numériques. Okay, donc, je souhaite calculer la valeur de ma solution U sur un ensemble discret de points à la fois en espace et en temps. C'est-à-dire que si vous voyez ici, par terre, donc dans cette région-là, j'ai un plan. C'est le plan XT. Okay, mon objectif, c'est de calculer la solution qui est en fait une sorte de tunnel, hein, puisque là, j'ai tracé juste quelques points, c'est les courbes rouges, mais si je l'avais fait pour tous les temps, j'aurais eu une sorte de tunnel. Okay, et en fait, j'ai une valeur de ma fonction U en chaque point de coordonnées T et X. Hein, c'est-à-dire que pour tout T et pour tout X, vous prenez un X, vous prenez un T. Ici, ça c'est un point de coordonnées Tx. Vous voulez savoir combien vaut votre fonction. Donc là, par exemple, ici, elle vaut 0, puisque la fonction rouge dans cette région serait
tout à fait nul, tandis que dans cette région, bah, il vaudrait cette hauteur. Okay, bon, donc ça, c'est l'idée de base. Donc, je vais discrétiser l'espace t et x. Okay, donc, je vais le tracer ici comme si je le regardais d'en haut. Donc, si je le regardais d'en haut, j'aurais une région un peu comme ça. Ça serait l'axe X, ou T, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez. Moi, j'aime bien le mettre comme ça. Et vous allez le découper en morceaux. Vous allez le mailler. Vous allez faire des trucs comme ça. Vous allez le faire plein de fois. Voilà. Et également de manière horizontale. De telle sorte à avoir l'espace complètement maillé. Bon, voilà. Admettons que c'est ça. Okay. J'ai rempli tous les points. Et mon objectif, c'est je prends une position qui est là. Et mon objectif, c'est de calculer la fonction U à cette position xj. Okay. Donc, ce point-là, c'est le point de coordonnées xj ti. Tn. N, c'est plutôt... N, c'est bien pour le temps. C'est le nème temps et le jème point en espace. Donc, je dis que U à l'instant Tn et au point xj, c'est mon inconnu. Donc, j'ai discrétisé l'information que je souhaite. Je ne souhaite pas trouver la fonction U partout, juste à des endroits sur une grille. Okay, donc, ça, c'est mon objectif. Alors, qu'est-ce que c'est le xj et le tn? Eh bien, xj, ça va être un certain nombre de fois un pas, j fois h, comme le pas pour les méthodes EDO, ELR, Runge-Kutta. Ça va être la distance qui est là. Alors, et même commentaire que pour les autres méthodes. Là, je vais considérer des pas fixes, hein, des h constants, mais on peut faire des méthodes adaptatives, de pas adaptatifs. Si on... Mais restons simples. Donc, xj, c'est j fois h, et t indice n, ça va être n fois un certain temps que je vais appeler h, i, j, k, k. Okay, donc, k, c'est la taille du pas en temps. Si vous consultez des livres, vous pouvez voir aussi ça comme delta x, c'est le petit pas ici en x, donc ça c'est h ou delta x, et ici du coup delta t ou k. Okay, c'est comme vous voulez, les deux me vont bien aussi. Bien. Donc comme je vous ai dit, l'objectif c'est de calculer au moins de manière approchée, mais suffisamment précise, la valeur de UTN XJ. Okay. Alors, là, il y a une hypothèse de matheux, mais qui donne la justification de ça. Supposez que la solution est régulière. Bon. Là, le dilemme de matheux, c'est de dire oui, mais la solution n'est pas forcément régulière, blablabla. Bon. En ingénierie, c'est pas très important ce débat. Donc, supposons que la solution est régulière et donc j'ai le droit de faire des développements de Taylor. Okay, donc, si je fais un développement de Taylor au point qui m'intéresse, au point TNXJ, ce que je vais trouver, c'est que... ah oui, et avant de vous dire ça, je vais introduire une notation qui est très pratique parce que écrire UTNJ va être un petit peu long. Okay, donc, je vais introduire la notation UJN. UJ en bas, N en haut. Okay, alors, pour le moment, ça va être... pour le moment, je mets un symbole d'égalité, okay, même si plus tard, en fait, UJN va représenter l'approximation de U à ces endroits-là. Okay, donc, pour le moment, je dis que c'est égal. Plus tard, je dirais que c'est à peu près égal. Okay, donc, si je fais un développement de Taylor en ce point de cette fonction,
Ce que je veux trouver, c'est que U au point J à l'étape suivante, hein, à l'instant de temps suivant, c'est U indice J, N, plus le delta T, okay, plus delta T, de la dérivée de U par rapport à T au point T, au point J, pardon, au point Jn, plus un grand taux de delta T carré. OK? Là, je fais mes DL. Si, ça, c'est un DL en temps. Hein, c'est le n plus 1, donc c'est en temps. À l'étape suivante, c'est l'étape précédente plus une petite terme d'erreur. Si je regarde cette fois-ci U en J plus 1, c'est-à-dire à l'étape suivante, mais en espace, N, ça, c'est égal à U indice Jn, donc le même terme, mais au lieu d'avoir delta t, on va avoir delta x fois la dérivée de U par rapport à x, et non pas par rapport à t, au point Jn plus un grand taux de delta x carré. Okay, plus un grand taux de delta x carré. Et encore une fois, vous pouvez remplacer les delta t par le k, les delta x par le petit h. Bah, c'est surtout lui qui va apparaître souvent. J'utilise moi indifféremment petit h ou delta x carré, donc pensez que c'est le même. Okay, voilà, donc ça c'est mes développements limités de ma fonction inconnue, j'applique Taylor, à l'ordre 1. Okay, j'obtiens ces objets-là. Ensuite, ce que je vais dire, c'est que cet objet-là, enfin, mon objectif, en fait, si vous voulez, c'est de construire un lien entre mon équation de transport et ces schémas. Donc, je vous réécris l'équation de transport. Elle s'écrit du sur dt plus c du sur dx égale 0. Okay, et si j'évalue cette équation-là au point J et N, okay, c'est-à-dire si je fais du sur dt plus c du sur dx et que je les évalue en au jème point en x et au nème point en espace, et si j'applique donc, je vais les mettre en vert, ces histoires-là, donc vous voyez, ils sont là, je vous invite à vérifier que ce que vous obtenez, quand vous isolez donc ces deux fonctions que vous les mettez ensemble, vous allez trouver du u jn plus 1 moins ujn divisé par delta t plus c, toujours le même c, uj plus 1 n moins uj n sur delta x égale 0. Okay, donc, premier point, c'est vous avez l'équation, vous avez les formules de Taylor, vous évaluez l'équation au point J et N et vous remplacez vos dérivés approchés par ceci et ceci. Et quand vous isolez donc chacune d'entre elles, vous vous retrouvez avec ça, plus des termes du coup que j'ai oublié ici, grand taux de delta t carré plus grand taux de delta x carré. Okay, mais qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui ressort? Eh bien, ceci. Donc, je vais l'isoler et le mettre sur une nouvelle page. Nous venons de construire notre tout premier schéma aux différences finies. Souvenez-vous de ce que l'on avait avec notre diagramme et la condition initiale qui était une gaussienne. On avait la fonction U0, la fonction initiale.
Ça, c'était U0, c'est-à-dire U0 de x, c'était U autant t égale 0 en x. Et j'avais discrétisé tous mes points ici, l'axe des x, en H, 2H, 3H, etc., etc., etc. Okay, et donc, ces points, d'ailleurs, je vais le laisser comme ça, ces points, je les avais repérés par un indice. Donc, ça, c'est x1, ça, c'est x2, ça, c'est x3, et ainsi de suite. Okay, H peut être petit, hein, H peut valoir 0,1. Et donc, ce que je sais, c'est la valeur, un peu comme pour les équations différentielles ordinaires, la condition initiale, c'est ma seule certitude, et c'est à partir de cette condition initiale que l'on va essayer d'avancer. Bah là, c'est pareil, c'est ma condition initiale qui me donne mes certitudes. Pourquoi? Parce que cette valeur, etc., sont mes certitudes. C'est-à-dire que moi, je connais UJ 0, enfin, tout dépend comment vous mettez les indices, 0 ou 1, c'est pareil. UJ, moi je vais mettre 1 parce que ça va coller mieux avec MATLAB. Si vous faites du Python, ça aurait collé mieux 0. Bon, peu importe. C'est les premiers valeurs. Hein. C'est-à-dire que moi je connais UJ1 pour tout J, puisque UJ1, c'est la condition initiale évaluée au point XJ. Okay, donc, si je refais un peu ma grille de tout à l'heure, alors je vais essayer de la faire bien. Si je refais ma grille de tout à l'heure, vous voyez, maintenant je regarde en haut. Là, vous avez l'axe des X. Là, vous avez l'axe des T, qui est celui-ci, T. Je connais, je connais tous les points qui sont là. Hein, c'est-à-dire, je connais tous les EJ1 pour tout J. Moi, je les connais. Et c'est eux qui vont me faire avancer. Pourquoi? Parce que si je veux savoir qu'est-ce qui se passe après, où est l'information de ce qui se passe après? Ici. C'est le N plus 1, au temps suivant. Donc, à partir de ces points verts qui seront sur l'axe des X, je vais pouvoir avancer, puisque si vous isolez de cette équation-là le terme UJN plus 1, vous obtenez UJN plus 1 égale, vous passez tout l'autre truc de l'autre côté, ça vous fait UJN moins C delta T sur delta X fois UJN avec un plus 1 en bas moins UJN. Hein? Donc, vous pouvez avancer. Celui-ci vous permet d'avancer. Alors, ça nous permet d'avancer, mais quel est le prix à payer? On doit connaître au même point J, mais à l'étape précédente, et aussi le même point J à l'étape précédente, celui de droite. Okay, donc, regardez-le sur un schéma. Celui-ci, par exemple, c'est le point U1, 3. Okay, si moi, je veux calculer U de 3, de quoi j'ai besoin? Hein, donc, je veux calculer lui. J'ai besoin de U3, 1. C'est bon, il est là. Okay, je l'ai. Mais j'ai besoin aussi de U4, 1, c'est-à-dire de lui. U4, 1. OK? Donc, j'ai besoin de ces deux-là pour calculer le prochain. Si je prends ce même petit diagramme, peut-être exprimé juste un petit peu différemment, vous allez avoir un diagramme qui fait intervenir des points comme ça. Regardez. Je vais les mettre en rouge pour que vous les voyez bien. J'ai besoin de lui et lui pour calculer lui. Donc vous voyez, ça vous fait une sorte de boomerang. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, remplir la deuxième ligne, puisque pour calculer celui qui est là, vous avez besoin de ça. Pour calculer celui qui est là, vous avez besoin de ce deux-là. Vous voyez que je peux remplir à condition de connaître toujours un de plus sur la droite. Okay, nous verrons plus tard qu'on peut imposer des conditions limites, qu'est-ce que cela veut dire physiquement, etc.
Mais pour un premier cours sur les différences finies, je veux que vous compreniez ça. Okay? Maintenant, essayez de comprendre, avec un cas précis, comment vous pouvez mettre en marche cette méthode. Puisque le but, comme je vous le disais au début, c'est de calculer en fait tous les points de la grille ou le maximum de points de la grille. Okay? C'est-à-dire remplir ici toutes les valeurs. Parce que ces points de la grille, ce sont les valeurs de ma solution. Je ne peux pas la connaître partout, puisqu'il y a une infinité de points. Donc, je discrétise, je me fais une grille le long de laquelle je souhaite connaître les valeurs de ma fonction en ces points. Voilà, ça c'est ma grille. Et je vais me contenter de ça. Après, je peux faire des interpolations par des droites, des plans, enfin, pour remplir l'espace qui manque. Mais je veux la connaître au moins à des points particuliers. Donc ça, c'est une méthode de discrétisation, puisqu'on a pris un domaine, un rectangle qui était avec une infinité de points, et on a dit on ne prend pas tout, on prend que quelques points. Et ensuite, par des développements de Taylor, on arrive à approcher les dérivés par des différences finies. Donc cette méthode s'appelle les différences finies, puisque ces objets-là sont des différences, vous voyez, c'est des ça moins ça. Et pourquoi elles sont finies? Puisque ce sont à des points discrets. Okay. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit la prochaine fois pour approfondir ces notions. Au revoir.